France Maghreb 2. Le grand forum de ce 6 novembre avec la question du jour et ces effondrements de 2 immeubles à Marseille. On recense 10 personnes disparues. Un mort, c'est le dernier bilan en date. Est-ce que selon vous, la mairie de Marseille est-elle responsable de ce qui s'est passé hier? Vous répondez oui ou non sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Entretien du LGF exceptionnel aujourd'hui, invité Éric Coquerel, député de la première circonscription de Seine-Saint-Denis. Avec lui, nous évoquerons l'actualité mais aussi le rendez-vous du 18 novembre, à savoir le rassemblement des quartiers populaires à Épinay. C'est parti pour le grand forum, je vous en souhaite la bienvenue et une bonne écoute jusqu'à 18h. LGF, le grand forum, messieurs, dames, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. C'est mardi, nous sommes le 6 novembre et j'espère que tout se passe bien pour vous. Et ensemble jusqu'à 18h avec notre invité tout à l'heure, Éric Coquerel, qui est le député de la première circonscription de Seine-Saint-Denis. Avec lui, nous parlerons évidemment d'actualité et aussi du rassemblement des quartiers populaires que la France Insoumise organise le 18 novembre prochain du côté de Épinay. Un seul numéro de téléphone dès lors maintenant pour nous appeler, pour nous parler un peu de Marseille. Effectivement, ce fut le drame hier en plein centre-ville de Marseille. Le procureur de la République a engagé une enquête, un expert a été désigné. Ces informations méritent d'être complémentaires. Sur le 63, c'est un péril, ça appartenait à des propriétaires, il a été racheté par la mairie, il a été muré. Normalement, il n'y a pas de squatter. Le 65, c'est le 63 et le 65 qui sont tombés. Le 65 appartenait à des propriétaires. Il y a eu une mise en demeure pour faire des travaux de rénovation. Ces travaux ont été faits. Les gens qui habitent cet immeuble ont pu réintégrer leur immeuble. C'est le 63 qui est tombé, qui a entraîné le 65, puis le 67 qui était un immeuble de bureau, donc vide. Ce sont des immeubles qui ont été construits après à peu près 200 ans, qui ont été construits, c'est des immeubles marseillais, c'est-à-dire vous avez 3 fenêtres avec sans ascenseur, 5 étages, et vous avez, ils ont été construits les uns à côté des autres. Donc le risque aujourd'hui, c'est le château de cartes, quoi, hein, mais des rescapés, chaque immeuble tient le voisin. Le temps de la polémique viendra, le temps de l'enquête doit venir immédiatement. Une chose est sûre, c'est qu'actuellement, il y a 80 marins-pompiers et pompiers qui sont sur site, en train d'intervenir, de la façon la plus méticuleuse possible. Parce qu'on a découvert, dans la première partie des opérations de déblaiement, quelques poches de survie qui font qu'il y a encore peut-être de l'espoir d'identifier, de retrouver une personne qui peut être sauvée. Donc à l'heure qu'il est, 120 policiers sont mobilisés sur site, 80 pompiers sont en activité, et ce qui compte, et c'est mon engagement total, et c'est ce que j'attends des femmes et des hommes de la sécurité publique, c'est de tenter de sauver des vies. Un premier décès est constaté. Maintenant, il faut poursuivre toutes les opérations de déploiement. À la lumière des projecteurs, plus de 80 marins-pompiers ont fouillé toute la nuit l'énorme tas de gravats de plusieurs mètres de haut. C'est tout ce qui reste des immeubles qui se sont effondrés. À la place un trou, une terrible odeur de poussière et cette pelleteuse gigantesque qui s'arrête dès qu'il y a une suspicion de vie au milieu de ces bâtiments vétustes. Mario fait partie de la centaine de riverains évacués. Non, ça m'étonne pas. Ils étaient labrés, fissurés. Ça se voyait que c'était de rafistolage, quoi. Ça a été évacué à un moment donné. Puis les pauvres malheureux qui habitaient, ils sont revenus. Vous savez, c'est un quartier pauvre, des marchands de sommeil. Des bâtiments frappés de plusieurs arrêtés de péril où des travaux avaient même été effectués récemment. C'est ce que confirme Alexis, l'un des propriétaires. Depuis 2-3 jours, là, ça commence à bien bouger. Il y a eu un petit mouvement de terrain. Donc du coup, la porte d'en bas avait du mal à fermer. Malheureusement, pendant le week-end, il n'y a eu aucune intervention de possible. Les fondations, là, avec tout ce qu'il a plu, je crois que ça leur a fait beaucoup de mal. On a fait assainir l'immeuble, on l'a fait remettre aux normes. Donc à partir de là, les locataires sont tous revenus. Nous, on croyait être sortis d'affaires et puis voilà. Et dans ce secteur de ruelle très populaire, une cinquantaine d'immeubles sont sous le coup d'un arrêté de péril. Incroyable ce qui s'est passé donc du côté de Marseille. Alors le bilan s'est alourdi, on l'a appris cet après-midi, un peu moins d'1 heure maintenant. 3 morts, 3 corps donc qui ont été trouvés dans les gravats, que les policiers, que les pompiers, plutôt les pompiers, oui, les marins-pompiers continuent de creuser. C'est très lent, c'est un travail très compliqué, très difficile. En tout cas, les images sont à peine croyables en plein cœur de la 2e ville française. 2 immeubles donc qui s'effondrent à Marseille comme des châteaux de cartes. C'était autour de 8h hier matin dans le quartier de Noailles. Hier soir, il y avait 8 personnes disparues, aujourd'hui 3 morts. Peut-être qu'un bilan qui risque malheureusement de s'alourdir. Scène de panique en tout cas, et déjà la polémique sur l'habitat vétuste
dans la cité phocéenne. Et justement, la question que l'on vous pose aujourd'hui, est-ce que selon vous, la mairie de Marseille est responsable? Et vous êtes 84% à le penser sur Facebook, France Maghreb 2. Vous continuez d'ailleurs de voter, ainsi que sur Twitter, idem, pour ce qui est du même score. Vous continuez de voter, donc Twitter, EDGF officiel, France Maghreb 2 sur Facebook. Un troisième immeuble s'est à son tour effondré à 75%, c'est ce qu'affirment les autorités. C'est en fin d'après-midi. Sur place, toute la journée, les élus se sont relayés. Le ministre du Logement, Julia de Normandie, a évoqué une course contre la montre de la part des marins-pompiers de Marseille. Ils sont près d'une centaine à être mobilisés pour tenter de retrouver encore donc des corps. Et donc le ministre de l'Intérieur qui est arrivé hier soir, Christophe Castaner, que vous avez entendu d'ailleurs dans le petit extrait, ainsi que Renaud Muselier, donc ils se sont rendus sur les lieux. Et les chefs de l'État a évoqué l'accident de Marseille. Emmanuel Macron depuis Pont-à-Mousson dans l'est de la France, où il se trouvait hier en déplacement. Je propose d'écouter. Ça fut très court sur ce qu'il a dit donc sur Marseille, sur cet accident et sur ces immeubles qui se sont effondrés. Marseille a souffert et souffre encore. 3 immeubles se sont effondrés. Je n'en dirai pas plus maintenant, mais je voulais ici dire l'affection et la solidarité de la nation tout entière à l'endroit de nos compatriotes pour cette ville, ce territoire, cette région. Voilà, Emmanuel Macron, ce fut court, effectivement, donc hier à Pont-à-Mousson, pour parler de ce drame survenu à Marseille. Alors la question, je vous la pose aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que la mairie de Marseille a une responsabilité dans ce qui s'est passé hier? Vous qui peut-être nous écoutez d'ailleurs du côté de Marseille sur le 93.8, vous pouvez d'ores et déjà décrocher votre téléphone, nous dire effectivement si vous avez vu des telles choses, parce que apparemment d'autres immeubles menaceraient, sachant que les décisions de justice ont quelque peu de mal à être respectées à Marseille en l'occurrence. Eh bien vous nous appelez 01 40 33 9000 pour nous donner un petit peu selon vous, bien entendu, les responsabilités qu'il peut y avoir dans ce terrible drame. 3 morts, on le rappelle, 3 corps repêchés, donc c'est donc le bilan qui est à l'heure où nous parlons. Plusieurs disparus encore. 01 40 33 9000, des images en tout cas à peine croyables que vous avez peut-être vues vous sur les réseaux sociaux, à la télé. Ça se passe donc du côté de Marseille, ces immeubles qui se sont véritablement effondrés comme un château de cartes. Il ne reste plus rien. Voilà. Il y avait d'ailleurs un des bâtiments sur 2 qui appartenait à la mairie de Marseille, et certaines personnes disaient qu'effectivement ça se voyait, il y avait des fissures, il y a eu des glissements de terrain, la pluie qui aurait peut-être occasionné ces effondrements. Ça paraît à peine croyable quand même. Allô, bonjour. Allô. Allô, une fois, 2 fois. Allô. Oui, bonjour madame, quel est votre prénom? Siem de Marseille. Bonjour Siem, bonjour. Ça va très bien Siem. Et toute votre équipe, elle va bien? Elle va formidablement bien, je vous en remercie Siem. Alors c'est incroyable ce qui s'est passé chez vous Siem. C'est plus qu'incroyable, surtout qu'il le savait très bien que ça n'allait pas, mais le maire de Marseille préfère s'intéresser aux gens qui sont friqués, mettre de l'argent pour le foot, pour les stades vélodromes, pour leurs amis, mais pour les gens qui sont vraiment dans le besoin et qui payent en plus un loyer, je vous le dis sincèrement, des charges, ces gens-là sont mis de côté. Et à Marseille, on en a marre. On en a marre. Ils attendent qu'un immeuble, 2 immeubles qui s'effondrent pour venir nous dire à nous oh, il s'est passé quelque chose de terrible à Marseille. Mais il ne s'est pas passé quelque chose de terrible à Marseille. C'est terrible tous les jours à Marseille. On ne survit pas qu'à Marseille. Certes, aujourd'hui, je parle de Marseille parce que moi, voilà, je suis pas loin de Noailles, j'y suis tous les jours, je vois les conditions de vie, je vois les immeubles. Racontez-nous, Siem, vos conditions de vie, parce que nous, d'ici, quand on vous écoute, qu'on soit d'ailleurs à Paris ou partout ailleurs en France, parce qu'on peut écouter, j'allais dire, France Maghreb 2 un petit peu partout en France, racontez un petit peu à ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas forcément Marseille. Simple, tout le monde se renvoie la balle. Voilà, quand il y a quelque chose qui va pas, eh bien, on appelle la mairie, on appelle les personnes qui sont censées être présentes pour pouvoir pas nous sauver ou nous aider, pour être là pour la sécurité. Ça fait partie de la France, la sécurité. Tous les jours, on nous parle de sécurité, de terrorisme, et quelque part, on n'est même pas là pour pour réparer des fissures, pour aider les gens à vivre sainement, normalement, pour pouvoir dormir tranquille. Et après, on vient nous dire, oui, la sécurité, on vous met
on vous met sous écoute pour la sécurité, mais vous n'avez pas besoin de nous mettre sous écoute. On crie tous les jours, vous nous écoutez pas. Arrêtez de nous prendre pour des imbéciles. Le 17 novembre, tout le monde veut sortir. Mais tous les jours, on crie. À quoi ça sert le 17 novembre? Dites-nous, tous les jours, il se passe des problèmes en France. Aujourd'hui, on est venu, on a mis BFM TV, on a mis tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est une catastrophe et que, obligé, ça va être entendu. Siem, vous disiez tout à l'heure, Siem, vous disiez tout à l'heure que c'était prévisible, en quelque sorte. Qu'est-ce qui laissait apparaître que ceci allait se passer, quand même? Parce que c'est incroyable, quoi. Moi, je suis pas loin de Noailles. Il y a des fissures partout. Moi, actuellement, voilà, j'ai pris un restaurant, je tenais pas à le dire, mais j'ai pris un restaurant il n'y a pas moins d'1 an. Voilà, moi, je vous ai déjà appelé, j'étais dans le social, j'en ai eu marre du social. Faut pas croire que les politiques, ils vont nous aider, on va s'aider nous-mêmes. Donc, je me suis aidée, j'ai créé ma propre entreprise. C'est très difficile. J'ai fait venir Cauchemar en cuisine et tout tellement c'était difficile. Ça n'a rien à voir, mais bon. Aujourd'hui, ce que je veux vous dire, c'est que l'État nous a abandonnés. Et n'attendez pas qu'il se passe quelque chose pour venir avec vos caméras, avec vos télés, et le président qui se permet, j'ai du respect pour tous les présidents, mais là, lui, il se fout de notre gueule, se permettre de faire passer ça comme si c'était, comment vous dire, un tremblement de terre. Mais arrêtez de nous prendre pour des idiots. C'était prévisible jusqu'à aujourd'hui. Venez, moi je vous invite, France Maghreb, venez à Noailles, j'ai un restaurant. Vous savez quoi? J'ai le mur à l'intérieur de la cuisine, il est cassé. Ça veut dire que le carrelage, il a pété, mon mur, il risque de sauter. Comme plein d'endroits, Marseille, à côté de moi, c'est fissuré, j'ai des voisins qui se plaignent tout le temps. Mais quand les voisins, ils sont malades, ils sont un peu, voilà, ils touchent la photoref, ou bien, voilà, ils ont des problèmes financiers et tout, ben, ils sont mis de côté. Si on n'est pas quelqu'un à Marseille, eh ben, on vous met de côté. C'est malheureux, mais c'est comme ça. On vient vous voir que quand il y a les votes, qu'il y a les intérêts pour eux. Mais nous, venez voir à Noailles, vous verrez de vous-même. C'est la catastrophe. Et après, on vous parle du vieux Marseille. Oui, le vieux Marseille. C'est bien beau de faire venir les touristes. Mais les gens qui y habitent, entre nous, un peu de respect. Nous aussi, on est des citoyens. On paye des impôts, on paye des charges. Là, il y a la taxe d'habitation qui arrive. Il y a plein de choses qu'on paye. Et derrière, ben, on voit rien. On voit rien. C'est pas clair. Alors, arrêtez de nous faire croire en France qu'on est là pour notre sécurité, que tous les jours, on nous parle de terrorisme, alors que tous les jours, les gens, ils peuvent mourir sous prétexte qu'un immeuble, il s'effondre. Attendez, mais c'est catastrophique. C'est catastrophique. Oui, un coup de gueule qu'on entend, qui résonne, ma chère Siem, grâce à vous. Il y a de l'argent à Marseille, monsieur. Oh, ouais. il y a de l'argent à Marseille. Hein. Ah bon? Croyez-moi. Ouais. Il y a de l'argent. Mais où elle va? Qu'est-ce que vous faites de bon dans votre restaurant, ma chère Siem? On fait des spécialités marocaines. Ouais. Voilà, pour parler de ça, mais voilà. Mais non, mais allez-y, parce que voilà, moi, je note. C'est dur, la vie, c'est pas facile. Alors, l'État, merci. Mais si vous êtes là pour, soi-disant, la sécurité et plus être là pour nous entendre qu'est-ce qu'on fait, pour nous pister, pour nous taxer, non, on n'en veut pas. Moi, je vais pas attendre le 17 novembre. Tous les jours, je suis là à parler aux gens, et comme on parle tous les jours de la vie de tous les jours, on n'est pas là pour diviser les gens. Que tu sois blanc, noir, jaune, vert, peu importe ta religion, on est là pour les mêmes causes. On a des enfants. Qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces enfants? Ouais. On mange n'importe quoi à Marseille. L'école, c'est n'importe quoi. Il y a un tuyau, il est posé. Ça fait 3 ans devant l'école. Ils attendent quoi? Qu'un enfant, il tombe pour faire venir les télés? Mais arrêtez. On est intelligent quand même en France. Oh, merde, on a un cerveau. Siem. Qui nous a donné un cerveau, c'est pour s'en servir. Siem, j'ai très envie, lorsque je vais venir à Marseille, vous voir manger un bon tagine. C'est les spécialités marocaines. Ah, super, en plus, c'est la bonne cuisine. Des pastillas, des tagines. Waouh. Et on est là vraiment... bon, allez, Siem, je le fais pas beaucoup, mais allez-y, donnez votre nom de restaurant, l'adresse, là, que les gens viennent. Aujourd'hui, ça s'appelle la Brasserie de Lyon, mais ça va changer. Inch'Allah, ça portera le nom qu'on donnait à ma grand-mère, Allah yarhamha. Allah yarhamha. Mais là, parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui, ça vient du Maroc, et tout ce qu'on a appris, c'est des choses familiales. Et moi, je suis pas là pour... L'adresse, Siem, c'est où? C'est entre là, c'est juste en bas de Noailles, là, juste en bas de la rue de Rome, entre la rue Saint-Péréol et la rue de Rome. Ça s'appelle la rue Rouget de Lille. Voilà. Ouais. Voilà. Et moi, je suis là. Voilà. S'il y a des migrants qui ont des problèmes, je suis là pour les prendre en stage. Je suis là pour les aider aussi. Je suis pas là pour dire je suis là pour aider tout le monde, hein, mais on est là pour s'aider. Et aujourd'hui, on n'a pas un peu d'humanité entre nous. Je vous dis la vérité. On est foutus si on compte sur l'État. On arrête de donner l'argent à l'État. On donne l'argent à un juge, à quelqu'un qui est responsable, et vous allez voir comme notre argent va bien être distribué pour des bonnes personnes. Parce que l'argent qui est pris par ceux qui sont au-dessus, je suis désolé de vous dire ça, hein, elle est mal distribuée. Voilà, tout simplement. Bon, on a entendu votre coup de gueule, Siem. On a entendu. Merci beaucoup, Siem. À très vite, en tout cas. Merci pour tout.
tout, Christophe. Bonne continuation et bienvenue à Marseille. Hein. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Allez, merci, à bientôt, au revoir. Faites attention au mur quand même, hein. S'il menace de s'écrouler, ça peut être dangereux pour le cuisinier. Bon, on en rigole, mais non, c'est pas marrant, parce que c'est vrai que ce sont des choses absolument dramatiques qui se déroulent sous nos yeux, hein. Et vous qui êtes à Marseille, vous êtes les mieux placés que nous encore pour en parler. À l'image de Siem qui dit voilà, nous on crie tous les jours, c'est pas d'aujourd'hui on s'y attendait. Et c'est vrai que cette phrase, elle m'a été répétée par beaucoup de Marseillais que j'ai eu au téléphone hier pour essayer de prendre un petit peu la température de ce qui s'est passé, etc. On s'y attendait. C'est hallucinant quoi d'entendre ça. Allô, bonjour. Allô, oui, bonjour, Yasmina de Perpignan. Bonjour Yasmina de Perpignan, comment ça va? Très très bien, j'espère que vous aussi, là-haut. Écoutez, ça va Yasmina, très bien. Voilà, j'aurais juste voulu rebondir sur ce que disait Hind, sur les problèmes des quartiers populaires méditerranéens. Oui. C'est que le problème, c'est que c'est un problème de marchand de sommeil, voilà. Oui, alors c'est vrai que ce sujet est souvent revenu sur la table. Et vous avez ça, vous aussi, à Perpignan? Ah oui, nous avons le même problème. Moi, justement, j'habite le quartier historique de Perpignan. Oui. Et du coup, tout le vieux quartier a été acheté par des propriétaires qui ne sont même pas résidents dans la ville. Oui. Donc, c'est des gens qui ont investi dans le locatif. D'accord. Et ces personnes n'investissent pas le moindre centime dans l'appartement, tel que le stipule la loi. Parce que si on se réfère aujourd'hui à la loi, il est impossible à n'importe quel bailleur, qui soit privé ou public, de louer un appartement qui ne répond pas aux normes. C'est ça. C'est-à-dire l'isolation, l'électricité, tout ça. Et il y a des aides pour ça. Absolument. Qu'est-ce qu'ils font de manière générale quand ils achètent ce genre d'appartement? Donc bien sûr, ils ont toutes les aides imaginables et possibles, il faut pas croire. Hein, donc, ils le louent à des prix exorbitants en plus. Ils prennent ces aides, mais en réalité, ils font pas les travaux. Ils font ce qu'on appelle du maquillage. Du maquillage, et ils le louent à des prix exorbitants. Voilà, donc ils donnent un coup de, maintenant c'est la mode, tous les murs sont blancs et toutes les boiseries sont grises, des gens l'habillent en gris, voilà. Et ils vous mettent quelques petites loupiottes, des jolies appliques, voilà. Et vous, de bonne foi, vous venez et vous louez au prix du marché. Ouais. Et du coup, vous n'avez pas l'appartement qui répond aux exigences du marché. C'est ça. En fonction de la loi. Donc, ce qui fait que ces gens-là n'entretiennent pas. Il y a des infiltrations d'eau, il y a des anciennes canalisations, jusqu'au jour où ça s'effrite. Et nous, à Perpignan, on a déjà eu ce problème-là dans le vieux quartier. Dieu merci, comme on dit, il n'y a pas eu de victimes corporelles. Et d'ailleurs, je profite de présenter toutes mes condoléances aux familles qui ont perdu quelqu'un dans cette tragédie. Et ces tragédies, elles sont évitables. C'est-à-dire que si la rénovation urbaine est menée telle que le stipule la loi, Yasmina, nous pouvons améliorer aujourd'hui l'habitat, parce que la rénovation urbaine créera en même temps du travail, parce que ça créera les électriciens vont être obligés de venir, les plombiers vont être obligés, les maçons, le plâtrier, tous ces gens-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai, comme elle disait Hen, il y a deux France. Il y a celle à qui on donne les aides sociales. Donc voilà, mais les aides sociales, c'est de l'argent public. L'argent public, il tombe pas du ciel. L'argent public, comme elle a dit, c'est de l'argent de chaque personne, même ceux qui ne travaillent pas, Yasmina, à travers la TVA. Je veux dire, c'est de l'argent citoyen. Donc aujourd'hui, le problème, que ce soit à Marseille ou ailleurs, il faut que, bien sûr, votre chaîne, elle est écoutée par tout le monde, y compris par les gens qui sont au pouvoir. Donc il faudrait qu'ils réfléchissent à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a urgence. Ou on sauve le patrimoine, mais on peut pas sauver les murs sans sauver les gens. Et on peut pas sauver les gens sans sauver leurs murs. Yasmina. Donc, voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire. Et que de tout cœur, on est avec les familles qui ont perdu quelqu'un. Yasmina, je vais vous dire, il y a juste une petite réflexion à avoir, et ça m'a été rapporté par un élu qui me disait, mais Christophe, tu sais, quand on est maire ou quand on est député, en l'occurrence quand on est maire, allez, prenons l'exemple d'être maire. Vous savez qu'on a beaucoup parlé des problèmes de ponts suite à ce qui s'est passé en Italie cet été. Et on a recensé un certain nombre de ponts en France qui poseraient également des problèmes. Quand vous êtes maire ou quand vous êtes président de région, vous devez faire des choses qui se voient.
d'injecter beaucoup d'argent, parce que ça coûte beaucoup d'argent, par exemple, de rénover un immeuble ou de rénover un pont, etc. Ça ne se voit pas. Donc le politique, qu'est-ce qu'il fait, lui, pour être réélu? Bah, il fait des choses qui se voient, des choses qui sont apparentes, en disant, voyez, j'ai créé un pont, j'ai créé ceci, cela. Voilà. Mais on on va pas rénover les choses qui sont très importantes et qui craignent. Les ponts, apparemment, il y a un certain nombre de ponts en France, dont la sécurité, enfin, on répond plus à la sécurité. Idem pour les immeubles. Ça génère beaucoup d'argent et les responsables politiques ne souhaitent pas injecter beaucoup d'argent parce qu'ils préfèrent aller là où ça se voit, là où les électeurs pourront dire voilà, il a fait beaucoup de choses. Ils ont quand même la responsabilité. Ah, bien sûr, non mais je dis pas le contraire. Disons, de la sécurité physique des personnes. C'est-à-dire que demain, si cet élu, il a le pont qui n'a pas voulu rénover, il a voulu bâtir ailleurs pour des raisons électorales, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, la classe politique, il faut qu'elle comprenne une chose. Le malaise, il s'est déjà exprimé lors des présidentielles quand les Français ont donné un grand coup de pied dans la fourmilière de tous les partis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le citoyen s'est rendu compte qu'il vaut mieux qu'il s'autogère lui-même, comme elle disait elle. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une solidarité entre les habitants. Ceci, c'est-à-dire qu'aussi, le citoyen, il faut s'approprier de l'action citoyenne. Exact. Ça aussi. Donc voilà. Merci, Yasmina. Aujourd'hui, c'est aussi les gens, quand ils vont pour voter pour Paul ou pour Pierre, il faut que la personne pour qui elle vote, publiquement, il faut qu'il s'engage vers certaines choses et ne pas le lâcher par la suite, parce que c'est très facile d'aller voter et après dire oui, mais moi j'ai pas été voté, ou j'ai voté ci, ou j'ai voté ça. Non, mais pendant le mandat du maire ou de l'élu, il faut le rappeler à l'ordre. Bon, merci Yasmina, merci de votre appel depuis Perpignan. À bientôt. On retourne à Marseille justement avec un auditeur qui nous y attend. Bonjour cher monsieur, quel est votre prénom, pardon? Oui, Farid. Bonjour Christophe. Bonjour Farid. Alors, ces images incroyables. Ouais, c'est incroyable. Moi, je viens de sortir du boulot, j'étais un peu coupé toute la journée, et là, j'étais en train de vous écouter. Et du coup, j'ai écouté un peu tous les auditeurs là qui ont fait leur point de vue. Je suis d'accord pour l'insalubrité, pas de souci. Voilà, et certes, les propriétaires ne font pas de travaux, marchands de sommeil, tout ça, je suis bien d'accord. Mais il ne faut pas oublier que ces dernières années, il y a eu beaucoup de travaux sur Marseille. Oui. Et ils ont créé des parkings, ils ont créé le tram, et tout ça, ça a fait en fait les grosses entreprises. Moi, je pense que ça a fragilisé aussi. Oui, vous avez parfaitement raison. C'est vrai que par exemple, voilà, elles ont leur part de responsabilité. Je pense. Quand il y a des travaux, quand on creuse, par exemple, on creuse beaucoup dans un secteur dit. Ça peut fragiliser effectivement des fondations de vieux immeubles. Vous avez raison. Voilà. Alors là, cette année, il y a une association qui a ouvert. Moi, je sais plus trop le nom. Je vous rappellerai pour vous le dire si vous voulez. Bien sûr. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup de maisons et de bâtiments sur le centre-ville, parce que j'ai fait pas mal de salles de bain. Je faisais de la rénovation. Oui. Et il est apparu des grosses fissures sur les murs porteurs. Ah oui. Donc, je pense que les grosses sociétés aussi, tous ces travaux qu'il y a eu sur Marseille, peut-être que ça joue un peu. Oui, non, mais certainement, vous avez parfaitement raison. Je pense, en tout cas, que ça a une causalité, une causalité, en tout cas. Je tenais à le dire quand même, parce que voilà, les grosses sociétés sont là, elles font leurs travaux, elles gagnent leur argent, et derrière, il y a des catastrophes parfois. Merci Farid en tout cas pour cette réflexion intéressante. À très bientôt, au revoir du côté de Marseille bien sûr. Image incroyable comme on le disait donc de ce qui s'est passé à Marseille. 01 40 33 9000, vous nous donnez votre avis parce qu'il nous intéresse. Je rappelle le bilan qui est 3 morts jusqu'à maintenant, donc c'est un bilan qui a été donc réactualisé cet après-midi. 3 corps retrouvés, donc il reste encore des personnes disparues. Ils sont à la recherche évidemment. Ça prend beaucoup de temps de fouiller dans les gravats. C'est quand même des montagnes de gravats qui sont apparues puisqu'il ne reste absolument rien de ces 2 immeubles, si ce n'est que des gravats. Donc, et il faut fouiller à l'intérieur. Ça demande beaucoup de délicatesse et un travail quelque peu difficile. Donc, malheureusement, un bilan qui reste encore provisoire à l'heure où nous parlons. 01 40 33 9000 pour voter, pour répondre à la question du jour. Est-ce que vous pensez que la mairie de Marseille a une responsabilité dans ce qui s'est passé hier? Facebook France Maghreb 2, Twitter LGF officiel évidemment pour voter bien sûr. Pour l'heure, vous êtes en grosse majorité à dire oui.
que la mairie de Marseille a une responsabilité dans ce qui s'est passé hier. 84% sur Facebook, France Maghreb 2, Twitter LGF officiel. On continue dans un instant évidemment d'en parler si vous le souhaitez. On peut aussi parler de Trump, hein. Donald Trump, c'est le jour J pour lui, les élections de mi-mandat. Et ça peut avoir des conséquences, cette histoire. Est-ce que les démocrates, pour reprendre le pouvoir en quelque sorte, vous nous dites, vous nous demandez ce que vous en pensez. 01 40 33 9000. Est-ce que ça vous intéresse, vous, ces élections mi-mandat aux États-Unis? Trump qui a quand même fait la tournée là des États, 3 États en 24 heures, c'est une grosse tournée pour lui. 01 40 33 9000. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2, merci d'être avec nous. Le grand forum avec Kader qui nous attend depuis Marseille justement pour terminer sur ce sujet évidemment. Situation dramatique. Kader, bonsoir. Il est où Kader? Ah, il a pas pu patienter l'ami Kader, qui nous rappelle, j'espère en tout cas très vite, parce qu'il avait un témoignage intéressant. Il nous disait bien connaître le quartier et nous disait que il était dommage en tout cas que les habitants ne profitent pas de l'avenue des journalistes justement pour montrer dans quelles conditions finalement les gens vivent dans cette ville de Marseille et dans certains endroits. Kader voulait nous alerter et nous parler aussi d'un quartier qu'il connaît bien, puisque lorsqu'il est arrivé d'Algérie, nous disait-il, en 2003, il a loué un appartement avec des rats à l'intérieur, etc. C'est une catastrophe. Peut-être qu'il est là, Kader? Non, c'est pas Kader. Salam alaikum. Bonjour. Fatah de Paris. Bonjour Fatah de Paris, comment ça va? Très bien, et toi? Fatah, oui, très très bien. Alors, moi je voulais juste simplement dire que c'est pas un phénomène incroyable ce qui s'est passé à Marseille. C'est très croyable parce qu'on a pu le constater et ça va le devenir de plus en plus, que ça soit à Marseille ou ailleurs. Parce que la réalité, c'est qu'il y a pas mal de bâtiments en France qui sont vieillissants de leur fondation. Alors on peut dire ce qu'on veut, il y a des marchands de sommeil, etc. Il y avait un des auditeurs qui a dit une chose qui était importante, c'est que c'est les fondations qui sont touchées. Oui. Touchées par rapport aux travaux, ça on le sait, mais également parce que c'est vieillissant. C'est qu'à un moment donné, un bâtiment, il vit par l'été, la période sèche et la période humide, la nappe phréatique. C'est-à-dire, on a tous vu ça dans des pavillons. L'été, il y a des fissures et l'hiver, elles disparaissent, les fissures. Oui. C'est un phénomène géologique. C'est par rapport à là, on parle de bâtiments qui sont très âgés, qui ont en moyenne 200 ans, donc voilà. Exactement, ça va arriver. À Paris, ça arrive pas, heureusement, ou je sais pas. Heureusement, à Paris, ça n'arrive pas parce qu'ils sont très vigilants. Il y a plusieurs bureaux d'études qui sont sur le coup, la RATP, la SNCF, la ville de Paris, et des associations qui veillent. Sauf qu'à Marseille, ce qui s'est passé, moi, à mon humble avis, je suis pas habitant de Marseille, ni élu, ni professionnel de ce secteur, mais à mon humble avis, il y a eu une grosse négligence. C'est une évidence. Grosse négligence. En tout cas, on saura davantage. C'est vrai que la polémique va certainement enfler dans les jours à venir. Merci beaucoup, en tout cas, Fatah. Mais alors, juste une dernière chose. Si j'étais habitant de Marseille, et j'invite les associations, les collectifs de Marseille à exiger la municipalité de Marseille et de profiter de l'occasion justement de saisir des politiques autour de ça qui vont en profiter et d'avoir des engagements écrits, engagés, signés en disant voilà, il faut vérifier quartier par quartier les rues, identifier les bâtiments qui sont plus ou moins à risque que les bâtiments que les habitants connaissent et qu'ils demandent des certifications, des études dans ce sens. Juste, je ferme la parenthèse. Merci Fatah, une excellente soirée à vous. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Vous continuez en tout cas de beauté de répondre à cette question aujourd'hui. Est-ce que selon vous, la mairie de Marseille a une responsabilité dans ce qui s'est passé hier, donc avec ces effondrements de ces 2 immeubles et un troisième qui a été également, qui s'est effondré et que l'on a terminé. Je rappelle, le bilan est de 3 morts et encore plusieurs disparus. 01 40 33 9000, mais surtout Facebook, France Maghreb 2, LGF officiel sur Twitter. Merci de nous écouter. C'est l'heure de l'invité de l'entretien du LGF en ce mardi. L'invité de l'entretien du Grand Forum, Monsieur Éric Coquerel, député de la première circonscription de Seine-Saint-Denis. Monsieur Coquerel, bonjour et bienvenue sur France Maghreb. Bonjour. Accompagné pour interviewer quelqu'un qui le connaît bien d'ailleurs, Monsieur Taha Bouabs. Salut Taha. Salut Christophe, salut Éric. Vous le connaissez bien, paraît-il? Pas tant que ça en fait. Ah bon? Ouais, on nous dit non, on s'est retrouvé, on s'est vu
pendant le mouvement étudiant, à plusieurs reprises, parce que je viens souvent soutenir les mouvements sociaux, et c'est là qu'on a sympathisé. Puis on est tous les deux à France Insoumise. Puis depuis, nos liens se sont resserrés sur justement, notamment la question des quartiers populaires. Mais je veux dire, on se connaît pas depuis des années, quoi. C'est ça. Monsieur Coquerel, justement, la transition est toute faite. Vous êtes député donc de la première circonscription de Seine-Saint-Denis depuis 15 mois maintenant. Votre premier ressenti au bout d'un an et demi, on fait le bilan calmement? Moi, j'essaye de voir mon rôle de député comme comme une continuité de mon combat et de mon engagement depuis que je suis tout jeune. J'ai toujours été engagé en politique depuis l'âge de 14 ans. Et à gauche, tout le temps à gauche. Ouais, j'ai fait plusieurs maisons. Mais par contre, j'ai toujours été, je pense, fidèle à une lutte contre l'injustice sociale. Moi, ça me vient de ma famille. Mes deux grands-pères étaient ouvriers. Ma mère était employée de bureau. Je pense que même il y a entre guillemets un atavisme social qui marque et qui fait que j'ai toujours été révolté. Donc voilà, je suis un des cofondateurs du PG, du parti de gauche, et vraiment pour moi il n'y a pas de différenciation entre mon rôle de député et mon rôle de militant politique, si ce n'est que j'estime normal en tant que député de pouvoir m'y adonner à 150-200%, c'est-à-dire qu'en gros mes semaines c'est je sais pas, c'est entre 70 heures et 90 heures par semaine entre l'Assemblée, la circonscription, puis les luttes. Voilà, j'essaye de donner tout ce que je peux parce que j'ai un mandat qui m'a été donné par le peuple et j'estime que c'est important, et en plus une très belle circonscription. Absolument. Alors, vous faites un travail quand même assez particulier au sein de l'Assemblée nationale, le groupe de la France Insoumise, très actif. Vous avez beaucoup travaillé, d'ailleurs à tel point qu'au mois de juillet tout le monde était lessivé visiblement et pressé de partir en vacances. Il y a eu en plus l'affaire Benalla. C'est beaucoup d'amendements déposés. Vous êtes très actif dans votre travail parlementaire, tout le groupe, hein? Ouais, tout le groupe. Et moi, comme je suis aux finances, commission finances, il y a plusieurs commissions à l'Assemblée. Hein. Oui. Commission des lois, commission économie, affaires étrangères, tout ça. Les finances, en gros, vous touchez à tout, et notamment, là en ce moment, on débat du budget de la nation. C'est là où vous avez un rôle encore plus particulier. Donc, vous accumulez beaucoup d'heures en commission. Quand je dis beaucoup d'heures, il faut que vos auditeurs sachent que une journée à l'Assemblée, c'est jusqu'à 1h du matin. Ouais. Bon, des fois 2 heures, 3 heures. Et avec Macron, c'est même le week-end compris parce que il nous prend un peu pour une start-up, c'est-à-dire. Alors que lui, il s'octroie 3 jours de congé. Là, 5 jours, ouais. Je crois qu'il se repose pas trop, mais c'est pas une qualité pour autant, parce que moi, je crois que le droit aussi au repos, c'est important, puis ça éviterait peut-être de faire des conneries qu'il fait en permanence. Mais voilà, bon, je travaille à l'Assemblée beaucoup et j'essaye d'accomplir au mieux ce pourquoi j'ai principalement été élu, parce que je rappelle que on le sait pas toujours, mais les députés d'abord, c'est là pour voter les lois et le budget. Ouais. Oui, alors justement du budget, on va en parler. Le budget de l'Italie qui a été refusé par l'Europe dans quelques instants. Mais juste avant, est-ce qu'avec tout ce travail que vous fournissez au sein de l'Assemblée nationale, vous le disiez, tout le groupe, est-ce que vous avez le temps quand même de vous rendre de temps en temps dans votre circonscription, d'aller rencontrer ceux qui vous ont élus finalement? Oui. Oui, j'essaye de le faire au maximum. Quel est le rôle principalement parce que je pense que les gens ne savent pas vraiment, qu'est-ce que l'on peut attendre de la part d'un député? Quand on élit un député, on fait partie de la circonscription, donc la vôtre, en l'occurrence la première. Qu'est-ce que les gens sont censés attendre de vous? Les soutenir. On n'a pas, pour être clair, même si c'est parfois beaucoup les demandes qui nous sont faites, mais on n'attribue pas de logement à des députés. Ouais. Hein. Ah déjà, donc c'est loupé pour celui qui voulait un logement. Voilà, bon, il y a des gens qui viennent me voir parce qu'ils sont dans des situations extrêmement compliquées, et je peux écrire des lettres en leur faveur si j'estime que leur situation le nécessite, mais j'ai pas de logement. Bon, j'ai pas d'emploi, j'ai pas de logement, je suis pas une mairie, quoi. Ni un conseil général. Mais par contre, je suis là pour soutenir des luttes. Pour vous donner une idée, vendredi dernier, vendredi soir, j'étais à Saint-Ouen parce qu'il y a une famille qui s'est fait expulser de manière incroyable d'un logement. Il y a les grands-parents, les parents, les enfants, et ils ont été expulsés d'un logement social. Bon, voilà, j'ai été les appuyer, les soutenir. Je vais essayer de rencontrer le préfet pour voir comment cette situation est arrivée de manière aussi brutale.
Voilà, j'essaye d'être au maximum auprès de tous ceux qui ont besoin d'un soutien. Et c'est vrai que par contre, en tant que député, je peux intervenir vis-à-vis d'un préfet. Ça me donne vis-à-vis d'un maire. Ça me donne quand même une légitimité populaire, puisque je représente la souveraineté du peuple, qui me permet à certains moments de débloquer des situations. L'an dernier, c'était sur la régularisation de lycéens sans papier. Je pense que mon action a aidé. Mais elle ne peut qu'aider. Il faut toujours qu'elle s'associe avec une mobilisation populaire et des citoyens. Parlons un peu du volet social qui a quand même été fortement abîmé depuis l'arrivée de Macron. Avec ces usines qui ferment les unes après les autres, ces bénéfices que font donc ces entreprises, ces grosses entreprises, et qui ne se soucient pas évidemment du sort des salariés, qui se retrouvent pour la plupart au chômage, qui plus est dans des zones déjà bien touchées par le chômage. Vous êtes très actif là aussi sur le terrain pour essayer de sauver ce qui reste encore à sauver. Ouais, et plus les jours passent, plus ma colère monte. Voilà ce que je vais vous dire ce matin. Enfin, franchement, ils sont en train de péter l'État, quoi. Ils sont en train de péter la solidarité en France. Ils cassent le modèle social français, en s'en vantant en plus. Et leur résultat économique, il est mauvais. Pour vous donner une idée, quel est leur objectif? Comment ils voient le monde? Ils le voient comme Thatcher il y a 30 ans. C'est-à-dire, c'est l'idée, on va mettre beaucoup d'argent dans les actionnaires, les plus riches des actionnaires. Et puis, cet argent, ces gens-là vont les utiliser pour investir, puis ça créera les emplois d'après-demain. C'est une phrase qui était celle d'un chancelier allemand dans les années 70, c'est vous dire que si ça nous rajeunit. Ouais. Hein, les bénéfices d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Sauf que ça a marché nulle part. Les bénéfices ont explosé. C'est ce qu'on appelle le troisième âge du capitalisme. C'est un capitalisme financiarisé. C'est même plus celui d'un entrepreneur qui a sa boîte, qui essaye de faire en sorte que ça fonctionne. C'est le capitalisme qui se base sur des actionnaires qui un jour vont miner sur une boîte en France, puis le lendemain ils vont aller en Irlande parce que il y aura moins d'impôts. Enfin, vous voyez, c'est l'argent pour l'argent, quoi. Bon, et puis les bénéfices ont explosé, les investissements pas du tout, et l'emploi, on voit que c'est le chômage qui a explosé. Et figurez-vous, cette politique-là qui a échoué partout, elle est en train d'échouer en France. Premier semestre, je ne vais pas vous donner 50 000 chiffres, mais comprenez-le. Premier semestre 2018, après la mise en place du budget qui a donné 9 milliards de cadeaux fiscaux aux plus riches dans ce pays, les dividendes, elles ont explosé dans le pays. Elles sont 2 fois plus importantes en progression que dans le reste du monde. Et par contre, le pouvoir d'achat baisse, la consommation baisse, le chômage réaugmente. Donc vous voyez bien qu'on est tous en train de payer pour le capital. Ça, c'est insupportable. Et en plus de ça, ils pètent l'État, ils suppriment 50 000 fonctionnaires, ils vont supprimer les services publics. Et vous allez voir que c'est les quartiers populaires en premier lieu qui vont en souffrir. Justement, on parlait du pouvoir d'achat. Un ministre disait il y a quelques jours que le pouvoir d'achat allait remonter à partir du mois d'octobre et on allait commencer à bénéficier des fruits de la politique d'Emmanuel Macron depuis son arrivée. Vous y croyez-vous? Il s'appelle Madame Irma, non? Non, je me demande, parce que il nous disait ça, pour tout vous dire, il nous disait ça à la fin de l'année dernière. À la fin de l'année dernière, ils sont arrivés, il y a eu un peu une embellie économique dans le monde, donc les résultats étaient un peu mieux que espéré, et ils nous ont dit vous voyez, c'est déjà le résultat de notre politique. Et puis là, bizarrement, le premier semestre ça va pas, ils nous disent mais non, il faut regarder sur le temps long, c'est-à-dire que quand ça va pas, il faut regarder sur le temps long, et ils nous disent-ils, en gros, il faut aller plus loin, plus vite que ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Moins de protection sociale, casser le reste de l'État, donner moins d'argent aux collectivités territoriales, imposer l'austérité, augmenter parce que c'est les seuls qui trinquent, le gasoil, la taxe gasoil des particuliers, alors qu'on fait rien. Vous soutenez d'ailleurs cette journée de mobilisation citoyenne? Je la comprends, je la soutiens. Novembre. Je la comprends, je la soutiens. Ouais. Alors je parle pas de la récup d'extrême droite. Ils sont en train d'essayer de récupérer la chose. On le voit bien. Il y a des gens d'ailleurs qui ont lancé ce mouvement, qui protestent, qui disent on veut pas de récupération. Mais moi je comprends pourquoi, parce que on va pas me faire croire qu'on va faire une politique écologique en ne taxant que les citoyens, ceux qui n'ont que leur bagnole dans certains départements pour se déplacer, parce qu'en plus on a cassé tous les transports, tous les trains, toutes les gares de proximité. On taxe pas le kérosène d'avion, on taxe pas les entreprises les plus polluantes, on met pas d'argent sur l'investissement écologique, mais par contre on taxe uniquement les concitoyens. Moi je vais vous dire, je crois qu'on les taxe d'abord pour une chose, c'est que les 9 milliards de cadeaux fiscaux aux plus riches, il faut bien les prendre quelque part. Alors, on le prend dans la CSG pour les retraités, on le prend dans ce genre de taxes, mais ça n'a rien d'écologique. Donc c'est peu dire que je comprends leur mouvement.
mouvement. Juste pour donner des indications et des chiffres qui ont été révélés dans le JDD il y a quelques jours, sur un plein de 67 € de gasoil, 40 € de taxes. Et c'est pas seulement les taxes en tant que telles, faut faire attention, parce que les taxes en tant que telles ou les impôts, pour moi, c'est pas forcément problématique en soi. C'est normal qu'à un moment donné, il y ait de l'argent pour servir à quelque chose. Mais alors quand c'est de l'argent qui part directement dans les poches du capital et des plus riches, là je dis stop. Et quand c'est de l'argent qui frappe en plus les plus défavorisés, je dis 2 fois stop. Or c'est exactement ce qui est en train d'être fait. Parlons un peu des quartiers populaires, ce qui vous touche tout particulièrement. Je sais que par exemple, Éric Coquerel, vous êtes quelqu'un qui n'hésitait pas, par exemple, à aller soutenir une mobilisation pour demander justice et vérité pour Adama Traoré, par exemple. La violence policière fait partie aussi des sujets qui vous interpellent et sur lesquels vous penchez. Oui, bien sûr. La violence policière, qu'est-ce que vous avez à dire à tous ceux qui nous écoutent et surtout au travers des sujets que l'on relaie ici, dans cette émission régulièrement, ça commence à faire beaucoup. Rien que pour l'année 2017, il y a eu plus de 17 morts dues à des bavures policières. Ouais. La chose que j'aurais à dire, je veux pas déresponsabiliser les policiers qui les commettent, mais je voudrais pas qu'on se trompe d'échelle de responsabilité. La première échelle de responsabilité, elle est ceux qui donnent les ordres, ceux qui font cette politique. Par exemple, quand Sarkozy, dans les années 2000, a décidé de supprimer la police de proximité, vous savez, c'est cette fameuse scène à Toulouse. Oui. On ne leur demande pas de jouer au foot. Voilà, on vous demande pas de jouer au foot, etc. Donc maintenant, ça suffit, faites votre métier. Alors le métier pour Sarkozy, et les autres ont suivi, c'était l'idée de se dire, on va mettre en place des brigades de police qui sont extérieures aux villes, aux quartiers, etc. Elles arrivent de l'extérieur. On leur dit, elles viennent souvent de régions totalement ailleurs. C'est un vieux truc pour la répression. Et puis on leur dit, on leur parle de terrain à reconquérir. Vous avez vu Colomb là, il a parlé de reconquête républicaine comme si on arrivait en territoire ennemi. Il faut dire aussi que les policiers sont souvent mal payés. Ils ont des équipements. Allez visiter les commissariats. C'est pas digne non plus d'un rôle de la police. Et on leur dit souvent, vous allez aller dans des endroits, vous allez voir, vous êtes malvenus, vous êtes mal accueillis, vous êtes pas bienvenus. Donc quelque part on les conditionne. En plus on a la politique du chiffre qui fait qu'à certains moments c'est plus intéressant pour des policiers d'arrêter des petits délinquants plutôt que de remonter des pistes. Ça même les syndicats de police le disent. Et ils arrivent. Et là il y a toute une politique qui est mise en place où ils se retrouvent face à des jeunes et il suffit que parmi ces policiers il y ait parfois 1 ou 2 personnes qui comme vous le dites peuvent être trahis par l'extrême droite ou peuvent je ne sais quelle preuve veut-il, qui se comportent en gros comme une bande, quoi. Là, ils se comportent comme une bande. Ce que je vous dis là, c'est des propos de jeunes avec qui on discutait il y a pas longtemps à la Plaine Saint-Denis. Et puis, ils utilisent leur pouvoir. Bon, et ça, c'est à dénoncer. C'est à dénoncer d'abord pour les gens qui le subissent. Moi, je l'ai fait à travers une loi sur le récépissé de contrôle d'identité. Pour dire, on peut pas comme ça, par exemple, contrôler l'identité de quelqu'un tous les jours en sachant que c'est la même personne, simplement pour des questions vexatoires, mais aussi pour les policiers, parce que j'allais dire que c'est pas comme ça qu'on peut j'allais dire maintenir la paix. Normalement, les policiers, c'est pour maintenir la paix, c'est pas une force uniquement de répression. Et je crois que tout a été conditionné là-dessus. Donc moi, j'essaye sans forcément toujours viser la police, sans forcément dire que tous les policiers sont responsables. C'est pas du tout ce que je veux dire, mais j'essaye de faire en sorte que cette situation s'améliore et que, je terminerai là-dessus, pour beaucoup de jeunes, notamment des quartiers, la seule représentation de l'État ne soit pas les forces de police. C'est ça l'autre problème. Alors, vous voyez de quel œil justement le fait que le ministre de l'Intérieur ait proposé il y a quelques jours de mettre la police dans les écoles suite à ce qui s'est passé à Créteil avec ce jeune homme donc qui a braqué avec une arme factice donc sa prof. Pour répondre, c'est toujours de la répression, de la police dans les écoles. Est-ce que c'est une bonne solution? Mais en plus, c'est de la démagogie. C'est de la démagogie. Parce que ils vont faire comment pour mettre les policiers dans les écoles? Ils en ont même pas assez de policiers. Oui. Je veux dire, ils en arrivent maintenant à faire des rapports où ils proposent qu'il y ait des polices privées, mais des polices municipales qui suppléent les tâches régaliennes de la police nationale. Et je vais vous dire un truc, ça me rassure pas du tout. Bon. Donc, c'est pas vrai. Ça, c'est de la démagogie. En même temps, qu'est-ce qu'ils font? Prenons la Seine-Saint-Denis. L'an dernier, j'étais alerté par des enseignants d'un collège où il y avait des problèmes de violence.
Toute l'année, j'ai pas réussi à faire en sorte de débloquer un seul CPE. Vous savez, les CPE, c'est ce qu'on appelait les surveillants généraux. Bon, un seul surveillant tout court. Bon, il a fallu attendre la fin de l'année pour pouvoir avoir un peu plus de personnes. Donc d'un côté, on va supprimer des gens à l'éducation nationale, 1800 postes annoncés de suppression à la fin de l'année, des enseignants, des surveillants, tout ce qui fait à un moment donné une cohésion sociale et qui peut prévenir dans un établissement. Et on me dit qu'on va mettre des policiers, mais c'est, enfin tout ça est une fuite en avant. Vous savez, c'était Hugo qui disait, Victor, je parle, qui disait quand on ferme une école, on ouvre une prison. Enfin, c'est à peu près ça la phrase. C'est pas ça. Mais comment on fait pour trouver une solution pour éradiquer cette violence qui persiste, avec notamment ces bandes aussi qui s'affrontent, alors en dehors des établissements et parfois d'ailleurs à l'intérieur, on a déjà vu. Mais comment on fait pour arriver à bout de ces violences et de répondre aussi au désarroi des profs au travers du hashtag pas de vague sur Twitter. On a eu quand même des situations assez alarmistes quand même. Bien sûr, et ils ont raison. Ils ont raison. Je veux dire, c'est pas ce que je vous dis là n'est pas le fait que j'admets que quelques jeunes se comportent de manière comme des petites frappes. Enfin, disons le terme. C'est pas, je l'admets pas non plus. Il y a pas, donc c'est pas admissible. Mais il faut comprendre dans quel contexte ça se crée. Bon, et ça se crée dans un contexte où, reprenons la Seine-Saint-Denis, le département. Il y a pas longtemps, tous les parlementaires de la Seine-Saint-Denis, tous, quelle que soit leur couleur politique, on a été voir le Premier ministre. Moi, j'avais la garde à côté de moi, UDI, pour dire c'est pas possible que la Seine-Saint-Denis soit traitée comme un département à part de la République, n'ait pas les moyens dont bénéficient par exemple des arrondissements parisiens. Et c'est vrai en tout. Santé, éducation, sécurité, travailleurs sociaux, etc. On additionne, transport, tout ce que vous voulez. Donc c'est pas possible. Donc déjà, remettons à un moment donné, on parle de reconquête républicaine. Moi je pense que c'est la République à reconquérir pour les quartiers. C'est-à-dire remettons tout ce qui permet justement une égalité de traitement. Bon, ça c'est la première chose. Et vous verrez que déjà, si vous avez plus d'éducateurs, si vous avez des associations qui ont à nouveau de l'argent et qui ne sont pas des politiques d'austérité, le lien social qui est important va s'améliorer. Deuxième chose, on est une société, enfin, moi j'ai toujours eu cette réflexion là. C'est que il n'y a pas longtemps, il y a eu un affrontement entre deux bandes à l'île Saint-Denis et Gennevilliers, oui c'est ça, qui sont séparés par un pont. Il paraît que c'est vieux comme le monde. Il paraît qu'il y a toujours eu des affrontements, sauf qu'avant c'était on se donnait quelques billes, enfin vous voyez ce que je veux dire. Bon, maintenant les jeux vidéo sont tels aussi, avec une telle violence, et sans j'allais dire, comment dire, que l'école éduque par rapport à ça, montre que les images de violence qu'on peut avoir dans les jeux vidéo, c'est un jeu, c'est pas une réalité, que je pense qu'aussi que ça conditionne les choses. Bon, donc moi je pense qu'il faut mettre les moyens dans tout ce qui justement permet à une jeunesse de pouvoir être éduquée, de pouvoir devenir citoyen, et c'est loin d'être le cas. Et puis quand c'est nécessaire, bien sûr, il faut que la police ait les moyens pour intervenir. Mais moi, je crois plus à la police de proximité qui connaît tous les gens dans un quartier, dans ces cas-là, qui saura justement se dire, il y en a un qui est en train de dérailler, parce que on me dira ce qu'on voudra, c'est pas normal qu'un môme de 13 ans déraille, il y a peut-être des choses qu'on peut prévenir, plutôt que des gens qui arrivent de l'extérieur et qui malheureusement sont plus là pour intervenir après que prévenir. Dans un instant, on va parler d'une affaire que tu connais bien, l'affaire Benalla. Ses conséquences finalement, tout ça pour ça, on en est où dans cette affaire? Un peu d'Europe aussi, et puis de politique étrangère, bien sûr, avec notre invité qui est Éric Coquerel, député de la première circonscription de Seine-Saint-Denis, juste après ça. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Suite de l'entretien avec notre invité, le député Éric Coquerel, député de la première circonscription de Seine-Saint-Denis, pour l'interroger avec moi, Taha Bouabs. Rapidement, parce que j'avais prévu d'en parler, l'affaire Benalla, ça a fait beaucoup de bruit au lendemain de la Coupe du Monde, sur ce qui s'est passé le 1er mai. Vous avez également, vous êtes monté au créneau, vous avez participé aux différentes séances de questions. Gérard Collomb, qui a d'ailleurs été un petit peu perdu dans ses réponses. Finalement, est-ce que Gérard Collomb n'a pas payé cette affaire Benalla en s'en allant, en démissionnant du gouvernement Éric Coquerel? Bon, je crois que surtout il a voulu partir à temps avant que ça devienne problématique pour essayer de regagner Lyon. Donc cette phrase qu'il a prononcée en partant de Place Beauvau m'a alerté. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, quand il dit: aujourd'hui nous vivons côte à côte, je crains que demain nous vivions face à face. Il est en train de nous prédire une guerre civile. Je sais pas. Moi j'ai surtout chez Collomb en mémoire cette phrase où il dénonce
le côté, il le dit pas tel quel, mais c'est une allusion au côté jupitérien que prend aujourd'hui le pouvoir, c'est-à-dire le manque d'humilité. Ouais, le manque d'humilité, mais il a cité, je sais plus quelle phrase grecque, par rapport à ça, mais on a un souci, c'est un souci majeur. Je vous parlais tout à l'heure de la politique économique de ce gouvernement, donc vous avez compris que pour moi c'est la politique des riches et qui marche mal. Mais en plus de ça, nous, France Insoumise, on critique beaucoup la Ve République. On pense que ça a un côté plutôt monarchie que République telle qu'on l'entend. Mais là, Macron, il exacerbe tout ça. C'est-à-dire qu'il y a une concentration du pouvoir à l'Élysée et une manière d'utiliser à un moment donné la justice, la police et même pourquoi pas justement des polices privées comme avec Benalla qui sont véritablement inquiétantes. Voilà, moi je suis inquiet par la manière dont il gère le pouvoir et l'affaire Benalla le révèle. Et c'est vrai que qu'est-ce qui frappe dans l'affaire Benalla, c'est que manifestement on n'a pas réussi à aller jusqu'au bout à l'Assemblée parce que est-ce que vous n'avez pas trop fait là-dessus? Non. Ah non, je crois pas. Non. Attendez, trop fait, vous rigolez. Vous avez vous avez une manifestation du 1er mai. Il faut se remettre dans le contexte. Mouvements sociaux. Tout le monde, à la fin de cette manifestation, a trouvé tellement étonnante la manière dont s'est fait la gestion du maintien de l'ordre que tous les syndicats de policiers ont contesté, tous les partis d'opposition ont demandé une enquête. Et là, on apprend quoi? On apprend qu'il y a un type qui est un proche de Macron, qui fait partie de réunions, ça on l'a appris après, où il travaille sur la réorganisation de la sécurité du président de la République en privé. C'est-à-dire, c'est pas un gendarme, c'est pas un policier. Alors, il a pas ce rôle-là. Et on apprend qu'il était là ce jour-là et qu'il a tapé des manifestants, à la contre-escarpe. Heureusement que tu as été là, parce que sinon ça serait passé inaperçu. Oui. Voilà, rappelons que c'est grâce à lui, parce que c'est lui qui l'a filmé. Mais bien sûr, je savais pas que c'était lui d'ailleurs. C'est TAC qui l'a filmé. C'est grâce à TAC, pour l'instant, on a évité la loi institutionnelle qui était en train de passer, donc on lui doit beaucoup. Ouais. Mais vous savez que ça s'est fait aussi au Jardin des Plantes. Ouais, ce type, exact. Il a une radio. À qui donne-t-il des consignes? Il est avec des policiers qui manifestement lui obéissent. Enfin, c'est une drôle de manière donc nous, on a posé des questions. Alors, on n'a pas la réponse. C'est un scandale d'État? Ah, moi, je pense, oui, bien sûr. Attendez, dès lors que vous avez un proche de Macron qui manifestement réorganise sa sécurité, qui agit en dehors même à des endroits où Macron n'est pas. C'est typiquement quand même des interventions politiques liées à la sécurité. On le voit, il accueille les Bleus à l'aéroport, il donne des ordres aux policiers. Enfin, bon, c'est un problème. Le Premier ministre n'en sait rien. Manifestement, le ministre de l'Intérieur n'en sait rien non plus. Ouais. Bon, donc tout ça montre bien qu'il y a une désorganisation à minima et au pire, j'allais dire une façon d'utiliser les moyens de l'État, y compris en le mettant avec des moyens privés, qui au service d'un pouvoir personnel, qui moi m'inquiète. Vous savez, Macron, il a toujours dit qu'il voyait la nation, la France, comme une start-up. Alors je pense que malheureusement, il la gère comme une start-up avec qui il a envie de gérer, etc. Mais c'est quand même un problème. On est dans une république, dans une démocratie. Donc tout ça, effectivement, et puis moi, il y a quelque chose qui m'insupporte. Je terminerai là-dessus mais ce que j'observe, c'est qu'il est en liberté, Benalla. Ouais. Et vous avez 2 étudiants, 20 ans, d'accord, qui ont occupé la faculté de Nanterre, un amphi, en avril dernier, pendant le mouvement étudiant. Un des 2, il a pris 6 mois ferme il y a une semaine. 6 mois ferme poursuivi par un procureur. Je trouve que là, il y a, entre l'autre qui est en liberté, qui pérore partout, qui dit qu'il va monter sa boîte privée, qui donne des leçons, qui explique qu'il leur ferait. Il leur ferait, c'est ce qu'il a oui, il ne regrette pas. Il ne regrette pas. Ouais. Et puis vous avez deux jeunes de 20 ans, un qui se prend 6 mois ferme. Non mais, je veux dire, il y a 2 poids 2 mesures de manière évidente, quoi. Est-ce que vous appelez à la révolution, vous, Monsieur Coquerel? Citoyenne, oui, par les urnes. Ouais. Oui, justement, est-ce que les élections européennes approchant, est-ce qu'il faut faire de cette élection un référendum anti-Macron? Pourquoi le faire d'ailleurs? Parce que juste pour plutôt que d'essayer d'imposer vos idées et de vous faire élire sur votre programme, pourquoi en faire un référendum anti-Macron? Parce que vous savez bien que c'est pas les élections européennes qui vont décider du gouvernement de la France. Les élections européennes, ça sert à envoyer des parlementaires qui, entre guillemets, malheureusement, vu la manière dont est organisée l'Europe, servent pas à grand chose, mais ça sert au moins à envoyer un signal, à envoyer des gens qui vont résister, comme nous on résiste, à l'Assemblée nationale. Mais je veux dire, aujourd'hui, on voit que les mouvements sociaux ont du mal à arrêter Macron. Par contre, moi, ce que je constate dans le métro tous les jours, vous me demandiez comment j'étais venu tout à l'heure. Moi, je prends le métro, je vis que. Vous n'avez pas de chauffeur, monsieur Coquerel? Non, je vis comme mon chauffeur, c'est la RATP. Et donc, je vois les gens, on leur parle. Il y a une colère dans ce pays. Elle n'arrive pas à s'exprimer, mais il y a vraiment une colère. Les gens, ils supportent pas la politique qui est menée. Bon, il y a un moment donné, un bulletin de vote, ça peut servir à dire, on n'en veut plus, on le sanctionne, on veut plus de sa politique. On propose ça. Et comme en même temps, la politique de Macron
c'est la même chose que ce qui est fait en Europe. Macron, Merkel, c'est, vous savez, si on fait les budgets d'austérité, c'est ce que demande Bruxelles. Si on dérégule les contrats de travail, si on casse les protections sociales, c'est les choses qui sont demandées par Bruxelles avec l'accord de nos gouvernements. Donc, appeler un vote de sanction contre Macron en France et appeler un vote de sanction contre la politique de Macron en Europe, bah, c'est la même chose. Et le mieux, c'est quand même d'élire des députés qui, depuis le début, montrent, un mouvement qui montre que depuis le début, on est là pour tenir, quoi. Oui, Jean-Luc Mélenchon n'en a pas-t-il trop fait, là, pour le coup? Franchement, monsieur Coquerel. Écoutez, je vais vous dire une chose. Moi, je voudrais d'abord qu'on parte d'un point de vue, c'est que la démesure dans cette histoire, elle est du côté de ceux qui ont donné l'ordre qu'on utilise 100 policiers qui normalement luttent contre les fraudes fiscales, puisque c'est des gens qui luttent contre la corruption, qu'on les déporte de leur boulot premier et qu'on les mette sur des perquisitions où on va réveiller des gens à 7h du mat sans les prévenir, sans le droit d'avocat, exactement comme si c'était un gang ou des terroristes. Moi, partons déjà de ce principe, expliquons que la démesure est là. Ensuite, Jean-Luc, c'est quelqu'un qui se cache pas. Voilà, Jean-Luc, il est du type du dirigeant syndical dans une boîte, on annonce qu'elle ferme, et en général, les responsables syndicaux, en tout cas les plus pugnaces, ils sont pas derrière. Oui, mais quand tu dis c'est la République, c'est moi, tout ça, ça, vous savez bien ce que ça veut dire. Ça, c'est les gens n'ont pas forcément compris ça. Oui, mais ça, je l'explique. C'est que quand un député représente une part de la souveraineté populaire, c'est comme ça. Bon, et pour nous, c'est peut-être le plus beau mandat dans le pays parce que, voilà, on a une part de la République, ça qu'il a voulu dire. Oui. Bon, donc après, mais auprès du grand public, comprenez que ça puisse choquer. Voilà, mais je vous l'explique. Bon, enfin, moi, ce qui me choque le plus quand même, c'est qu'au petit matin, là, on voit Jean-Luc Mélenchon, mais au petit matin, il y a moi, j'ai des militants de mon parti qui sont honnêtes, qui se battent depuis des années, etc., qui ont été réveillés par 6 policiers en gilet pare-balles avec flingue, avec leurs 3 mômes derrière pour des faits dont je vous dis que donc moi ne nous trompons pas, j'allais dire dans cette histoire, ne nous trompons pas de l'événement. L'événement, c'est pas qu'on soit monté pour protester contre le fait qu'on la perquisition, la manière. Comprenez bien ce que je veux dire, avec Coquerel. C'est qu'aujourd'hui, on a effectivement ces images de Jean-Luc Mélenchon qui s'énerve, qui pousse même à un procureur, je crois. Imaginez qu'il y a eu au lendemain. Il lui met la main légèrement sur l'épaule. Imaginez quand même que ce soit quelqu'un qui a été perquisitionné, comme ce fut le cas au lendemain des attentats du 13 novembre. Vous savez, il y a eu plus de 3000 perquisitions sur tout le territoire et particulièrement, vous le savez, dans votre département, en Seine-Saint-Denis. Est-ce que vous pensez que si l'un d'entre eux avait émis le quart de ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon, il ne serait pas retrouvé en garde à vue, voire plus? Franchement. D'abord, ils sont souvent retrouvés en garde à vue, c'est vrai, oui. Mais c'est vrai qu'on a utilisé à un moment donné notre légitimité qui existe quand même. On a été élus pour dire on va pas faire comme si il n'y avait pas une utilisation politique de la justice. Moi, vous savez, je pourrais hésiter à vous répondre si il se trouvait pas que depuis plusieurs années, je suis à chaque fois devant les gardes à vue des syndicalistes, devant les gens qui justement déjà pâtissent de cette politique, souvent plus dans le silence, pour dire c'est pas normal, et souvent c'est avec des procureurs. Ça a été dénoncé d'ailleurs au moment des perquisitions, c'est-à-dire qu'on a une justice en France qui a été déséquilibrée depuis 20 ans, qui au lieu que ce soit avec des juges d'instruction qui sont indépendants, c'est une justice qui se fait avec des procureurs qui sont liés de manière ombilicale avec les ministères, le gouvernement. C'est à tel point que la Cour européenne des droits de l'homme a expliqué qu'elle considérait que c'était pas des juges. Bon. Or, on a ça qui se bascule depuis 20 ans. Alors, vous avez raison de dire, on n'est pas les premiers à en être victimes. Sauf que, nous, voilà, on a le poids de dire à un moment de le dénoncer. Et moi, je le dénonce pas seulement pour ce qu'on a vécu, mais je vous avez vu tout à l'heure, je l'ai dénoncé pour les 2 jeunes étudiants de Nanterre qui ont vécu la même chose, c'est toujours un procureur. Pour les syndicalistes qui vivent la même chose, aujourd'hui il y a un syndicat, cette semaine, il y a un syndicaliste de la Poste 92 qui est criminalisé, qui s'appelle Gaël Kirante, qui passe aussi devant le tribunal. Donc ça fait des années, des mois que ça dure. Justement, on parle d'Europe. Ça n'empêche pas de le dénoncer pour nous. On parle d'Europe, si vous le voulez bien, un petit peu rapidement, pour parler de ce budget d'Italie qui a été refusé par l'Europe. Est-ce que l'Italie, faut craindre cette arrivée de l'extrême droite aujourd'hui? Tout le monde nous alerte, attention, l'Italie, c'est un pays qui va partir en sucette, donc il faut faire attention, elle risque de faire exploser l'Europe. Est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop? Le danger, l'extrême droite au pouvoir, c'est toujours un danger. Ça, le monsieur Salvini est un raciste, donc c'est toujours un danger. Mais en ce moment, le moins qu'on puisse dire, c'est que les réactions de l'Union européenne ne font que le favoriser. Parce que on leur donne le label de représentation de la souveraineté du peuple. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une politique économique qu'ils estiment meilleure pour leur pays, avec un budget voté démocratiquement. Et l'Europe dit, ah non,
Votre budget, ça va pas, on le récule, au nom de droit. En plus de ça, le budget italien, il est même en dessous, vous savez, de la fameuse règle des 3%. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer en Italie, je vais vous dire, c'est qu'on est en train de faire de la pub pour l'extrême droite. Vous avez le Parti démocrate italien, soi-disant à gauche, qui dit ah non, quand même, il va falloir accepter ces mesures imposées par l'Union européenne. Mais ils se rendent pas compte que les gens en peuvent plus. Ils en peuvent plus de ces politiques d'austérité. Donc, bien sûr que c'est un danger, l'extrême droite, mais c'est un double danger à partir du moment où nos élites, les libéraux, tous ceux qui aimeraient soi-disant représenter seule la démocratie face au danger d'extrême droite, leur donnent en plus la caution de la souveraineté populaire. Et c'est pour ça, je vais vous dire une chose, on parlait des perquisitions tout à l'heure, c'est pour ça que quand on a un tel danger dans le monde, vous avez vu au Brésil, où ils ont préféré un fasciste à Lula. Ils ont mis Lula en prison pour rien, pour une histoire de prêt immobilier qui est contestée en plus par plein de juges. Ils l'ont empêché de se présenter. Bilan, il y a un vrai nazi maintenant au Brésil. Eh bien, moi je dis une chose, c'est que dans les endroits au monde où on a peut-être une chance d'avoir des gens qui, d'un point de vue progressiste, d'un point de vue humaniste, d'un point de vue de l'émancipation, d'un point de vue universaliste, comme France Insoumise, défendent en même temps la souveraineté du peuple et le refus du néolibéralisme. Quand on a des chances d'avoir des forces comme ça, quand même, qui peuvent prétendre gouverner, on passe pas son temps à les détruire, à les affaiblir, à vouloir les miner. Voilà. Et ça, notamment, je lance ce message à toutes les petites organisations aujourd'hui de gauche qui passent leur temps à ça. Je pense qu'ils prennent une sacrée responsabilité. Heureusement qu'en France, on existe. Avant de parler des rencontres des quartiers populaires qui aura lieu très bientôt dans votre circonscription d'ailleurs, un petit mot sur la venue de Trump le 11 novembre à Paris, ça vous choque? Oui, bien sûr. Bien sûr que ça me choque. Écoutez, pourquoi ça me choque? Tout simplement parce que Trump aujourd'hui n'invente pas l'impérialisme. Hein. Ça, malheureusement, ça fait des années que les États-Unis la pratiquent, mais là, il le fait de manière très exacerbée. Si un jour il y a un tribunal pour écocide, je pense international, j'espère qu'il y passera, parce que d'un point de vue du climat, il prend des responsabilités absolument terribles. Il appuie aux États-Unis, je veux dire, il nie des décennies de combats civiques. Vous avez vu ses réactions racistes, xénophobes, etc. Donc remettre en cause le droit du sol. Oui, enfin, vraiment, c'est la totale. Bon, alors en plus de ça. Monsieur Macron, quand il l'a rencontré, il venait juste d'être élu, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était... on se souvient très bien lorsqu'il vient nettoyer les pellicules. Il lui fait la bise, il lui serre la main, etc., etc. Bon, ça fait déjà beaucoup. Il l'invite après aux cérémonies du 14 juillet. Et puis bilan, qu'est-ce que fait Trump? Non seulement il envoie Macron balader sur la question du climat, non seulement il continue des politiques internationales, notamment je pense par exemple au fait d'ouvrir de manière unilatérale une ambassade à Jérusalem, contraire à tous les droits internationaux et qui risque d'enflammer encore plus et de remettre encore plus loin ou même peut-être malheureusement d'effacer les chances de paix dans la région qui passe par deux États avec Jérusalem pour capitale partagée. Qu'est-ce que fait Macron? Il l'accueille le 11 novembre. Bon, enfin, quand vous avez quelqu'un qui, de manière aussi évidente, met en danger la paix dans le monde, qui, de manière aussi évidente, en a rien à faire du climat, qui devrait quand même être la principale préoccupation, vous l'invitez pas le 11 novembre. Donc, voilà, bon, pour toutes ces raisons, il n'a pas sa place ici. Est-ce que cela vous choque aussi que la France fasse commerce avec un pays qui n'hésite pas à démembrer l'un de ses journalistes, je fais référence évidemment à l'affaire Khashoggi, et qui participe à la tête de la coalition aussi qui massacre un pays qui s'appelle le Yémen. La France fait du commerce avec l'Arabie Saoudite. Absolument. Et je trouve scandaleux qu'il y ait quelques jours, Macron, en réponse justement au massacre de ce journaliste, ait cru juger bon de dire que ça n'avait aucun rapport avec la vente d'armes. On vend des armes à l'Arabie Saoudite qui est coupable de crimes contre l'humanité au Yémen. Et je trouve que là encore, ça passe par, ça s'explique par des alliances de géostratégie internationale liées avec l'OTAN qui font qu'en gros il y a un axe avec certaines puissances dans cette région du monde contre d'autres qui sont pas nos intérêts. C'est pas les intérêts de la France. Peut-être les intérêts des États-Unis, mais c'est pas l'intérêt de la France. Et tout ça sans mauvais le pétrole, tout ça sans mauvais les intérêts géostratégiques. La France, elle peut peser dans beaucoup d'endroits dans le monde. Moi, je l'ai constaté en voyageant. Hein. La France garde une image quand même peut-être du fait qu'on est né d'une révolution, peut-être, mais elle peut peser que si
elle appuie pour la paix, si elle appuie pour le droit international, si elle se désengage d'intérêts géostratégiques qui sentent mauvais et qui sont pas ceux des intérêts de notre pays. Voilà. Et c'est pas ce qu'on fait avec l'Arabie Saoudite. Alors la rencontre des quartiers populaires, c'est quoi? Ça se passe où? Comment ça consiste? Alors la rencontre nationale des quartiers populaires. Déjà, c'est proposé par la France Insoumise. On dit bien proposé parce que on se met dans une position, d'être tout simplement un outil au service des quartiers et des acteurs qui existent déjà dans ces quartiers-là. C'est partir du principe que ces quartiers sont pas des déserts politiques et que depuis bien longtemps, des associations ils font un travail formidable et nécessaire. Donc ça se passera le 18 novembre à Épinay. Il y aura tout un tas d'acteurs associatifs, politiques, citoyens qui seront présents et on va travailler sur différentes thématiques qui sont spécifiques au quartier populaire et ça débouchera sur un travail de synthèse pour mettre en forme justement les attentes, les difficultés des gens qui habitent dans les quartiers populaires pour pourquoi pas un projet de l'homme. Et je laisse peut-être Cédric. Oui, alors en quoi c'est important justement et en quoi ça consiste cette rencontre, Monsieur Coquerel? Je vais vous dire d'où c'est venu. Comme ça, je pense que on va mieux comprendre. Moi, j'ai fait campagne dans ma circonscription, donc c'est Épinay, Saint-Denis, Saint-Ouen, Île-Saint-Denis, donc il y a beaucoup de cités, beaucoup de quartiers populaires. Et j'ai constaté une chose, c'est que quand j'allais distribuer mes tracts, les gens me disaient au début, ah non, la politique ça va quoi. On a soupé, on a vu ce que ça donnait. Vous venez avec vos tracts pour les élections, puis après on vous revoit pas. Et puis quand même, ils me disaient mais c'est pour qui? Alors je disais moi je suis un candidat de Mélenchon. Là, il y avait une meilleure accueil. Bon, et je constatais que la moitié des gens avaient voté Mélenchon. Sauf qu'il y en avait au moins un autre bon tiers qui aurait bien fait, mais c'était pas inscrit, c'était abstenu parce que justement. Avec raison, ils avaient considéré que depuis des années, la gauche, la droite, tout ça, ça se ressemblait dans les politiques inégales. Et je me suis dit, il faut absolument que France Insoumise envoie un signal. Et ce signal, c'est de dire qu'on ne fera pas de révolution citoyenne par les urnes de transformation sans les premiers concernés qui sont les quartiers populaires. Ou comme l'a dit Taha, c'est là où se cumulent toutes les inégalités. C'est la nouvelle France, c'est là les nouveaux quartiers populaires. Et donc, moi, ce que j'ai voulu, c'est montrer qu'on allait parvenir, on allait non seulement parvenir aux élections, qu'on allait être là quotidiennement, mais qu'en plus, surtout, on n'allait pas venir de l'extérieur en pensant dire la bonne parole. C'est avec les gens qu'il faut qu'on fasse tout ça. C'est-à-dire qu'ils utilisent France Insoumise comme leur outil. Ils l'utilisent comme bon leur semble pour faire passer leurs préoccupations. Et donc voilà, c'est ça qu'on a voulu concrétiser par cette première rencontre nationale. Je dois dire aussi, je le dis très clairement, c'est que il y a des élections qui vont arriver, municipales, plein d'élections locales. Depuis des années, malheureusement, entre guillemets, la gauche et principalement le Parti socialiste s'est incarné vis-à-vis des quartiers populaires avec soit une politique clientéliste, soit une politique où on demande juste le vote à certains moments. Bon, et en dehors de ça, franchement, ne représentez pas les quartiers. Moi, je voudrais bien que dans les élections à venir, les listes France Insoumise soit celle des quartiers. Voilà, c'est-à-dire que elle soit de la couleur, elle soit de la part sociale des quartiers, de leur lutte, de leur mobilisation, de leur espérance. Voilà. C'est le 18 novembre et c'est à Épinay. C'est à Épinay et il y aura Jean-Luc Mélenchon. Et il y aura Jean-Luc Mélenchon et c'est ouvert à tous? Ah oui, bien sûr, c'est gratuit, ouvert à tous. Ça commence à 10h, ça termine à 19h, mais vous pouvez venir quand vous voulez. Il y aura trois temps: discrimination spatiale, sociale et l'égalité des droits, tout ce qui touche autour des discriminations ethniques, religieuses et autres. Et Jean-Luc Mélenchon qui intervient à 14h. Voilà, on espère le. D'ailleurs, le 18 novembre est une date importante pour vous parce que vous pourriez grossir les rangs de la France Insoumise au sein de l'Assemblée nationale avec la première circonscription de l'Essonne et Farida Amrani, qui est bien placé pour cette élection locale, pour le coup, législative après le départ de Manuel Valls. Oui. Oui. Alors, on sait qu'il y a le Parti communiste et Génération qui ont leur candidat à cette élection-là. Oui. Comment est-ce que c'est perçu, du coup C'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, parce que je disais tout à l'heure, quand je disais que je regrettais quand même que on ait certaines formations qui passent leur temps à essayer de vouloir que France Insoumise revienne quelque part à leur niveau, qui est aujourd'hui un niveau
en général assez en dessous de 5%, etc. Bon, au lieu de renforcer, de faire en sorte qu'on gagne tous, moi je le regrette. Et quelque part, leur candidature, elle s'illustre là-dedans. Je rappelle que Farida était arrivée au 2e tour face à Valls. Elle avait perdu de 100 voix. Donc elle a une légitimité à se présenter. Là, c'est quoi le sens politique de présenter une candidature contre elle? Ben, j'en sais rien, faut leur demander. Je comprends pas pourquoi ils présentent une candidature qui risquerait, c'est quoi, c'est vouloir. C'est la démocratie, non, Monsieur Coquerel? Oui, bien sûr. Mais peut-être qu'à un moment donné, quand on a une élection législative partielle aussi importante, qui est aussi contre le système Valls, le candidat de Choix, là, il est appuyé par tout le système de tous les maires de droite, etc. Il est le candidat d'En Marche. Vous voyez bien ce qu'il représente. Et vous avez en face une candidate qui a été battue et encore dans des conditions un peu particulières, par 100 voix, mais excusez-moi, mais qui est en plus, Farida, elle vient du Parti communiste. Je crois même qu'elle a encore sa carte au Parti communiste, parce qu'on a des communistes insoumis. Donc, je sais pas, vous rangez vos querelles, vous appuyez, quoi, si vraiment, surtout que c'est des gens qui arrêtent pas de nous dire unité, qui se présentent. Bon, enfin, de toute façon, je vais pas perdre mon temps là-dessus. Moi, je dis aux gens de cette circonscription qu'ils ont double possibilité, non seulement d'envoyer un 18e député France Insoumise à l'Assemblée, et je pense qu'on fait le taf. Qui plus est une femme. Qui plus est une femme. Et en plus, justement, on parlait des quartiers populaires, une femme issue des quartiers populaires qui représente aussi, justement, ce qu'on veut donner comme image en termes de France Insoumise. Donc, il faut les lire. Moi, j'irai la soutenir. Samedi 3 novembre, au Tarteret, justement, un autre quartier populaire. On va tous y aller. Ruffin, Jean-Luc, tout le monde va y aller pour la soutenir. Dernière partie de l'interview avec Éric Coquerel dans un instant sur France Maghreb 2. Ne bougez pas. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Suite et fin de cet entretien du LGF avec comme invité aujourd'hui Éric Coquerel, député de la première circonscription de Seine-Saint-Denis. Deux dernières questions, Monsieur Coquerel. En parlant d'islamophobie, vous savez que beaucoup d'auditeurs qui nous appellent et participent dans cette émission nous font part justement de ce qu'ils peuvent ressentir, notamment les femmes, parce qu'elles portent le voile. On sait que Jean-Luc Mélenchon n'a pas eu toujours des propos très agréables à l'encontre des femmes voilées, par exemple. Est-ce que c'est un point qu'il va falloir peut-être corriger rapidement si vous voulez peut-être avoir le vote de ces gens-là? Je vais être honnête avec vous, d'accord, parce que je veux pas être démagogue. Moi, je suis un laïc. J'étais pour la loi sur le voile à l'école, je vous le dis franchement, parce que je considère qu'à l'école, tout le monde doit être considéré comme un citoyen sans signe d'appartenance communautaire. Pour moi, c'est le principe de signe distinctif. Deuxième chose, à certains moments, je me rappelle quand le voile est né, est arrivé en France, et il a été, et je continue à le maintenir, à un moment donné, l'incarnation d'une certaine vision que je considère comme rétrograde de la religion musulmane. C'est mon point de vue. Bon, maintenant, je vois une chose, c'est que j'ai fait. Pourquoi il est rétrograde? Alors que c'est une prescription divine. Oui, enfin bon, il y a des choses qui là-dessus sont contestées, donc je vais pas débattre avec vous là-dessus. Je considère que il renvoie la femme dans un rôle qui, pour moi, en tant que militant qui pense que l'égalité homme-femme c'est important, qui ne me sied pas. Maintenant, je vais vous dire une chose. Une fois que j'ai dit ça, il y a des batailles et puis là il y a la réalité. Et ce que je constate dans la réalité dans ma circonscription, c'est que ce voile, il est plus porté pour ça. Il est porté pour justement afficher de manière quasiment quotidienne une religion, pour afficher quelque chose qui n'a plus de rapport avec cette vision qui a été celle, à mon avis, à la fin des années 80 de cette tradition. Donc pour ça, moi, je pense que la bataille, elle doit plus avoir lieu là-dessus. Je parle pas de femmes entièrement voilées, ça c'est un autre problème. Non, on parle juste du voile. Donc à partir de là, moi, ce que je constate, c'est que je ne fais pas de différence, je ne vois pas de différence aujourd'hui entre une pratiquante musulmane qui porte un voile ou celle qui n'en porte pas, à partir du moment où tout le monde a la liberté et n'a pas de contrainte, j'allais dire, pour le porter ou pas. C'est un choix. Mais de toute façon, je vous rappelle une chose, c'est que là, je vous ai parlé de la loi sur le voile. Nous avons toujours été, bien évidemment, en faveur du fait que dans l'espace public, dans l'espace de tous les jours, et à fortiori dans l'espace privé, sauf dans les espaces de formation de jeunes citoyens, c'est autre chose. Le port du voile, évidemment, quelque chose qui sur lequel on n'a rien à dire. Quand on dit du voile que c'est un torchon, c'est ce qu'avait dit Mélenchon à l'époque, c'est pas un peu insultant. La phrase, je vous rappelle en même temps que Jean-Luc,
avait protesté contre l'interdiction du burkini sur les plages. Donc il faut prendre toute la chose. Jean-Luc à l'époque et moi je pense qu'il a raison. Je veux dire que la religion doit rester du domaine de la croyance et du domaine privé. Voilà. Et que à partir de là, la phrase qu'il avait dit exactement, c'était écoutez, on va arrêter de poser des problèmes. Alors il avait dit le mot torchon, c'est vrai, mais ce qu'il voulait signifier, c'était que c'est peut-être pas le sujet principal, quoi. Vous voyez, c'est pas le sujet sur lequel on doit diviser les gens. C'est pas le sujet. Oui, mais comprenez qu'il y en a qui se sont sentis heurtés par rapport à ça. Oui, et qui ont dit non, je ne voterai pas pour Mélenchon à cause de ça. Et je pense que je pense que non, ma sœur, dans d'autres, je pense qu'à d'autres moments, si vous l'avez écouté à Marseille notamment, dans des deux meetings de campagne, que ce soit 2012, que ce soit 2017, si vous l'avez écouté à plusieurs reprises, je défends justement le droit de croire comme bon le semble, lutter contre les discriminations religieuses, etc. Je pense que Jean-Luc a peut-être largement effacé ce rôle. Vous avez eu un programme qui était très intéressant pendant cette campagne électorale. Il faut le dire, la France Insoumise a répondu à beaucoup d'attentes, mais sachez, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est par rapport à ce que je peux entendre comme réaction, que ce genre de position que vous tenez encore aujourd'hui, c'est ce qui choque certains et ce qui empêche certaines personnes de voter pour vous. Mais moi, j'ai été notamment élu beaucoup par des gens des quartiers populaires, y compris des gens qui manifestement étaient de croyances musulmanes. Je crois que la plupart des gens ont compris que on se battait justement pour permettre l'égalité des droits, l'égalité devant les croyances dans ce pays, et que la meilleure manière justement de protéger ça, c'est le fait qu'il n'y ait ni religion d'État, qu'il n'y ait pas le fait de discriminer, et que la laïcité soit reconnue comme aussi la possibilité à chacun d'être. Mais personne ne le conteste. Personne ne le conteste. Simplement, il y a des gens, et en particulier des femmes, qui aimeraient être respectées, et qu'on les insulte pas parce qu'elles font le choix de porter ce voile qui est pour certains, en tout cas croyants, une recommandation divine. Il faut que vous le compreniez. Mais encore une fois, je vous le répète, nous n'avons contesté à personne le fait de pouvoir afficher ses croyances dans la rue, dans l'espace public, et a fortiori dans les lieux de culte, dans le domaine privé. Donc je crois et je pense même que depuis quelques années, s'il y a bien une force qui en France, je parle de force en capacité quand même de gouverner, se battre justement pour l'égalité des droits et contre toute discrimination religieuse, très franchement, je pense que France Insoumise, là-dessus, à mon avis, il n'y a pas un parti qui peut par ailleurs l'égaler. Si vous mettez, là, vous avez été heurté par un terme, mais je pense que le terme était pas le bon. Moi, encore une fois. J'entends bien. Le terme était pas le bon. Mais encore une fois, regardez la manière dont on se bat justement pour cette égalité. Je pense que le moins qu'on puisse dire, c'est que je crois qu'on est du bon côté de la barrière de ce point de vue-là. Par ailleurs, récemment en plus, on a fait une émission quartier populaire au siège de la France Insoumise, et était intervenue une responsable associative qui était voilée. Il n'y avait pas de problème avec ça à partir du moment où voilà, ça rentre pas dans le cadre de l'école ou. Tu l'as dit toi-même, ta sœur n'a pas voté à cause de ça. Non mais je veux dire, il y a une différence entre une parole malencontreuse sur une émission de télé où on te piège à un moment donné sur un truc et une ligne politique. Si vous voulez, je veux dire, même moi, franchement, quand j'ai vu cette émission-là, on était en écoute collective, et je me suis dit, c'est une mauvaise formule. C'est une mauvaise formule, mais quand on prend la phrase tout entière, il dit, mais voilà, Jean-Luc dit, je vois pas pourquoi je vois pas pourquoi Dieu s'intéresserait à un bout de torchon sur une tête, dans le sens où il donne son avis personnel sur la question. Mais il a jamais été question d'interdire à qui que ce soit de porter ou de ne pas porter le voile dans l'espace public. Et les véritables questions que se posent les gens dans les quartiers, c'est la question de l'égalité des droits, c'est la question de l'accès au logement, de l'accès à l'emploi, etc. Et c'est vraiment ces choses-là qui sont importantes. Et en réalité, Mélenchon, quand il parle de cette question-là, il dit le plus souvent possible, foutez-nous la paix avec les religions. Foutez-nous la paix dans le sens où les gens, le Français, quand il se lève le matin, il ouvre pas sa fenêtre pour
voir s'il y a une femme voilée en bas de la rue, il ouvre son frigo pour voir s'il y a à bouffer. Donc c'est ça la véritable question, et je pense que d'ailleurs la France Insoumise n'a pas d'ambiguïté là-dessus. Elle est la première à dénoncer de toute façon sur la laïcité le président de la République est chanoine de Latran, le concordat avec des prêtres et des rabbins qui sont payés avec l'argent public, et donc sur cette question-là, je pense qu'il y a pas d'ambiguïté. Monsieur Coquerel, monsieur député Coquerel, est-ce que vous donnez raison à ces deux journalistes qui ont encore fait parler d'eux avec ce livre Inch'Allah? Apparemment, votre département serait gangréné par l'islamisme. Non, je leur donne pas raison. Je l'ai pas lu le bouquin, on en a parlé. Hein. Si c'est ça la phrase, non. C'est pas ça la phrase, mais en tout cas c'est ce qu'il laisse entendre. À Saint-Denis, tout serait dirigé par les islamistes, que le marché de Saint-Denis serait les islamistes qui le gèrent, etc., etc. Donc je vous réponds non. Et par ailleurs, ils avaient repris des fake news. Non. Oui, absolument. Vous savez, ce que je crois, je vais vous dire un peu. Ce que je crois, c'est que la religion en Seine-Saint-Denis, notamment l'islam, c'est pas la seule religion, mais l'islam notamment est un fait social qui existe et qui est visible. Mais c'est aussi parce que il y a plein d'autres endroits en France, notamment par le recul du catholicisme. Moi, je le vois à Paris où c'est beaucoup moins vrai. Oui. Bon, comme toute religion, vous avez des courants qui sont des courants intégristes qui prétendent notamment faire en sorte que, par exemple, la vie politique d'un pays ou la vie de la cité soit régie sur des préceptes religieux. Et là, je m'oppose. Mais c'est une extrême minorité qui, pour moi, je refuse. Qui fait parler d'elle. Je refuse de généraliser ça. Et tout comme je l'ai expliqué sur une télé il y a peu de temps, je refuse de penser que le problème en Seine-Saint-Denis serait d'abord un problème de repli communautaire. Le problème en Seine-Saint-Denis, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que la République n'est pas assez présente, mais pas en termes de reconquête. Elle n'est pas assez présente en termes d'égalité. Elle n'est pas assez présente en termes de donner des droits normaux à tous les habitants qui habitent. Donc, pour moi, ma réponse est non. Monsieur Coquerel, ça sera là ma dernière question. Elle est plus personnelle d'ailleurs. Votre mandat de député se terminant, est-ce que vous avez d'autres ambitions au sein de la France Insoumise? On sait que Jean-Luc Mélenchon commence un petit peu à vieillir. Peut-être qu'il est fatigué d'ailleurs. Est-ce que le président de France Insoumise, c'est un poste qui vous tend les bras? Alors, qui vous intéresse? D'abord, ce terminant, j'en suis qu'à 1 an et demi. Oui, bien sûr. Non. Pour moi, je suis le co-responsable du parti de gauche, qui est le principal parti qui soutient France Insoumise. C'est un mouvement France Insoumise. Hein. Oui, et puis, moi, je pense qu'en termes de leader, quoi qu'en pensent les libéraux et nos opposants, Jean-Luc est l'homme de la situation. Il sera là en 2022 d'après vous? Moi, j'espère que s'il est en état de l'être, parce qu'il le dit lui-même, ça va dépendre de son état physique et autres, j'espère qu'il le sera. Qui est le mieux placé pour représenter la France Insoumise aujourd'hui? Ah, Jean-Luc, oui, bien sûr. Non, mais à part Jean-Luc? On est plusieurs, vous avez remarqué, il n'y a pas un parti, il n'y a pas un mouvement aussi jeune qui a autant de figures, hein. On est au moins une demi-douzaine, voire une dizaine à passer régulièrement et à on serait capable de mettre une femme en haut de l'affiche à la France Insoumise? Sûrement, j'espère. Un jour, bien sûr. Daniel Obono? Pourquoi pas? Clémentine Autain. Il y a plein de personnes qui sont très intéressantes. Il y a plein d'hommes aussi. Mais on se pose pas cette question là pour l'instant. Bon. Eh bien, écoutez, merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu avec beaucoup de franchise à nos questions, monsieur le député. À très bientôt. Merci beaucoup, Tahar. Merci de l'invitation. Et on donne rendez-vous aux auditrices et aux auditeurs, donc le 18 novembre à Épinay, pour cette rencontre des quartiers populaires, avec la venue donc de Jean-Luc Mélenchon qui sera sur place, tout ouvert à tous. Venez-y. Et le 18 novembre aussi, premier tour de l'élection législative, dans la première circonscription de l'Essonne, où Farida Amrani est largement favori. Merci beaucoup, monsieur le député. Merci. Et à très bientôt. Merci, Tahar. Rendez-vous demain, évidemment, sur France Maghreb 2 pour le LGF. Dans un instant, l'excellent Medjed jusque 20h. Merci d'écouter France Maghreb 2. Il est pile 18h. Le rappel de l'actualité. Marine Garel, bonsoir. Bonsoir à tous. 6 suspects en lien avec la mouvance de l'ultra-droite ont été interpellés aujourd'hui par les services antiterroristes. C'est dans le cadre d'une enquête sur un projet d'action violente visant le président Emmanuel Macron. Ces interpellations ont été conduites dans les départements de l'Isère, de l'Ille-et-Vilaine et de la Moselle par les policiers de la DGSI dans le cadre d'une enquête ouverte pour association de malfaiteurs terroristes criminels.
Les personnes interpellées sont liées à l'ultra-droite. Il n'y a pas de militants Rassemblement National. Il s'agit de 5 hommes et d'une femme âgés de 22 à 62 ans. Le laboratoire Merck va poursuivre la mise à disposition de l'ancienne formule du Levothyrox pour les patients français qui disposent d'une ordonnance tout au long de l'année 2019. Moins de 50 000 boîtes seront mises à disposition par mois, un volume qui correspond au volume mis à disposition en 2018 et aux besoins des patients. Un 3e corps a été découvert dans les décombres après l'effondrement d'immeubles à Marseille. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le procureur de la République. Plus de 2000 migrants sont morts en Méditerranée depuis janvier. C'est une alerte de l'ONU. Plus de la moitié d'entre eux sont décédés en tentant d'aller en Italie. Le groupe État islamique a laissé derrière lui plus de 200 charniers en Irak, selon l'ONU. Ces fosses communes pourraient renfermer jusqu'à 12 000 corps. Le prix du Quai des Orfèvres a été décerné à Paul Méraud, commandant divisionnaire de police dans les quartiers sensibles de Toulouse, pour son premier roman, Le Cercle des Impunis. Âgé de 57 ans, il dirige la police de la division Mirail qui regroupe les principaux quartiers sensibles de l'agglomération. Sport football avec le 4e tour des phases de poule de la Ligue des Champions. Ce soir, dès 18h55, Monaco reçoit Bruges. Puis à 21h, Paris est en déplacement à Naples. La route du Rhum, le bateau d'Armel Lecléache, un des favoris de la course, a chaviré au large des Açores. Le skipper est sain et sauf. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.